Les organisations sont avant tout autre chose composées d'êtres humains, pour qui le changement dénonce une instabilité, il est aussi synonyme d'inconnu et peut générer du coup des peurs, des résistances à ce même changement. Cette dimension doit donc intégrer le diagnostic préalable au changement pour qu'elle puisse être mieux appréhendée et contrôlée. En effet, ces êtres humains détiennent un rôle, une influence et un pouvoir sur la réussite ou l'échec du projet de changement. L'analyse des parties prenantes, c'est analyser en fait toutes les personnes et institutions qui sont attachées au projet par un intérêt. En règle générale, une partie prenante, c'est une personne ou une institution qui sera affectée, engagée ou aura un impact sur le projet de changement. On va distinguer quatre parties prenantes caractérisées par leur intérêt ou non au projet de changement. Donc on va avoir tout d'abord les porteurs du projet, ce sont ceux qui vont mettre en place ce projet, qui ont la volonté de mettre en place le projet. Les participants, experts et experts à consulter, ils vont aussi d'une certaine manière participer au projet. Il peut aussi venir de l'extérieur, ça peut être des consultants qui vont conseiller les porteurs du projet dans la mise en place du projet. Les bénéficiaires sont les plus importants, ce sont les parties prenantes qui vont être le plus touchées par le projet. Ils sont directement concernés par le changement et peuvent se diviser en plusieurs catégories. On va avoir certains qui vont rester passifs, d'autres qui vont être plus opposants, plus opposés finalement au projet de changement, et certains qui vont à l'inverse rentrer dans le fonctionnement du changement, accepter le changement et participer aussi au changement. Puis on va avoir les collatéraux. Les collatéraux, comme par exemple les fournisseurs peuvent être, ou les clients peuvent être des parties prenantes collatérales liées au changement. Comment analyser les parties prenantes? Identifier les parties prenantes, c'est donc analyser toutes ces personnes qui sont rattachées au projet de changement par un intérêt. Cette identification doit mener à la mise en place du projet par les porteurs du projet. Elle est primordiale, cette identification des parties prenantes. Comment analyser ces parties prenantes? On peut imaginer organiser un brainstorming avec les porteurs du projet, de manière à lister toutes les personnes et institutions qui peuvent être touchées d'une manière ou d'une autre par le projet dans l'entreprise et son environnement. Il faut aussi caractériser les parties prenantes selon 3 qualifications. Donc une fois qu'on a listé les parties prenantes, les caractériser pour savoir si elles vont être concernées par le projet, si elles possèdent une position influente dans l'organisation, et si elles risquent de s'opposer à ce projet de changement. Pour effectuer ce travail, il faut bien évidemment connaître les parties prenantes de son entreprise, ou alors mener son enquête, une enquête précise, qui peut prendre la forme de discussions et d'interviews avec ces mêmes parties prenantes. On peut aussi imaginer faire un sondage dans l'entreprise. L'identification des parties prenantes est donc une étape incontournable du diagnostic, préalable à la mise en place d'un projet de changement. Il faut ensuite collecter les informations sur les parties prenantes et leur ressenti face au projet. Ce travail est un travail certainement fastidieux, mais il est judicieux pour cela d'utiliser la cartographie des acteurs de manière à prévenir leur impact sur le projet de changement. Cartographier les parties prenantes, c'est utiliser 5 étapes, déterminer 5 étapes dans le projet d'analyse des parties prenantes. La première étape étant d'identifier l'influence des acteurs sur le projet. La deuxième, identifier les acteurs clés de l'entreprise liés au changement. Repérer les conflits potentiels. Identifier en quatrième étape les craintes et les attentes des parties prenantes. Et très important aussi, en étape 5, prévoir les résistances et identifier les opposants au projet. Cette cartographie finalement va permettre de caractériser, de qualifier les parties prenantes identifiées, de manière après à établir des actions liées à la mise en place du changement, tout en prenant en compte la qualification des acteurs. Pour montrer un exemple de cartographie liée aux parties prenantes et au changement, on va utiliser l'exemple des Digitalers. Les Digitalers est l'entreprise et l'organisation dans laquelle je fais actuellement mon stage, qui va opérer prochainement un changement pour septembre prochain, en tout cas c'est prévu.
L'état actuel des Digitalers, l'organisation est un réseau d'auto-entrepreneurs professionnels de la communication digitale qui évoluent ensemble et mènent des projets communs comme une agence de communication web finalement. Il y a certains dysfonctionnements qui sont apparus ces derniers temps, notamment vis-à-vis de l'environnement externe. La structure actuelle ne répond plus aux attentes des clients. En effet, les clients commencent à se méfier de cette forme d'organisation et préfèrent s'orienter vers des agences de communication avec un statut plus établi. Et en environnement interne aussi, on a un dysfonctionnement, c'est-à-dire que les performances et l'activité de l'organisation sont limitées par le chiffre d'affaires de 32 000 euros par an pour chacun des membres du réseau, c'est-à-dire étant sous le régime d'auto-entrepreneur, nous sommes limités en chiffre d'affaires. L'objectif du projet de changement est du coup d'acquérir un statut de SAS et construire l'identité d'une agence de communication. Dans un deuxième temps, serait de développer des avantages concurrentiels forts pour réussir à s'imposer sur le marché digital qui est très concurrencé. Et dans ce projet de changement, l'idéal serait d'arriver à annexer tous les membres du réseau actuel comme salariés de la nouvelle structure. Puis ensuite, orienter la stratégie de l'entreprise vers l'arrivée des nouvelles technologies push et NFC sur le marché du mobile marketing qui vont normalement d'ici 2018, d'après les prévisions du marché, prendre un essor considérable sur la communication des entreprises. Donc si on prend l'étape numéro 1 avec l'exemple des Digitalers pour identifier l'influence des acteurs sur le projet, cette étape de la cartographie consiste à étudier les typologies des différents acteurs en fonction de l'importance et du risque qu'ils représentent vis-à-vis du projet. Pour les Digitalers, on va avoir différentes typologies. On va avoir des chefs de projet et consultants en web marketing qui vont finalement être les porteurs du projet. Ce sont les managers du réseau. On va aussi avoir le pôle design, qui est un pôle très important, puisque c'est un pôle qui peut permettre d'avoir un facteur concurrentiel déterminant, car le design web est aujourd'hui un acteur stratégique, un actif stratégique de l'organisation actuelle. On va avoir le pôle de développement web, qui est aussi très important, parce que sans lui, on ne peut pas faire des projets pour les clients. Et le pôle de community management, qui va avoir moins d'importance, car en fait, dans l'entreprise, d'autres éléments possèdent les capacités de faire les missions du community management. Mais par contre, c'est lui qui va représenter le risque le plus important. La deuxième étape de la cartographie des acteurs consiste à identifier les acteurs clés. Les acteurs clés, ce sont des acteurs qui vont avoir une certaine position hiérarchique. Il va y avoir aussi les leaders, des individus appartenant à des contre-pouvoirs, comme les syndicats par exemple, et ceux qui vont avoir des fonctions leur permettant d'avoir une certaine influence. Ici, chez les Digitalers, on va avoir les chefs de projet qui vont avoir une position très importante face au projet, une grande influence aussi dans l'entreprise, et qui vont contenir en fait tout le système de management et de stratégie de l'organisation. Dans un deuxième temps, on va avoir les graphistes qui vont avoir une certaine influence, qui vont être les leaders finalement qui peuvent être des leaders dans l'organisation et qui vont pouvoir convaincre les autres. Les développeurs risquent peut-être de freiner l'adhésion par une certaine passivité. Et le community management risque de s'opposer et de quitter l'organisation dans ce cas-là. La troisième étape dans la cartographie des acteurs est de repérer les potentiels conflits. C'est-à-dire faire l'état des lieux des conflits existants et prévoir des stratégies pour régler ces conflits. Alors chez Digitalers, je ne vais pas pouvoir actuellement vous donner un exemple de conflit, mais on a ici le tableau des conflits qui va nous permettre d'établir les conflits, de les localiser, de connaître leur origine, de rechercher aussi des éléments sur leur importance et des risques sur le projet, et d'inscrire et de prévoir les actions de correction et de régler ces dysfonctionnements. La quatrième étape de la cartographie des acteurs consiste à identifier les craintes et les attentes des parties prenantes. Donc ici, on va chercher les intérêts des parties prenantes et leurs peurs aussi face au changement. Chez les Digitalers, on va pouvoir déterminer la position des designers comme une position proactive. Comme je l'ai dit, ce sont des leaders dans l'organisation. Leur attente, cependant, va être
leur intérêt à prendre un poste à responsabilité dans la future organisation. Les développeurs vont être plutôt passifs, ils ne vont pas forcément avoir d'attente, pas forcément non plus être opposés ou avoir de crainte, ils vont peut-être plutôt laisser faire. Et les chefs de projet vont être totalement proactifs, je ne l'ai pas noté ici, étant donné que ce sont eux qui vont porter le projet de changement, ce sont eux qui sont aussi à l'origine de cette idée. Et le community management, par contre, risque d'avoir une position d'opposant. Sa crainte au pôle du community management et le projet peut paraître prématuré pour elle. Et sa résistance, c'est qu'elle souhaite garder son autonomie en tant qu'auto-entrepreneur et ne pas forcément être annexée à une entreprise. Car elle est là pour prévoir les résistances et identifier les opposants au projet. Cette étape pousse la réflexion sur les parties prenantes à l'étude approfondie de leur comportement vis-à-vis du projet, leur comportement de résistance. Donc comme on l'a dit, on va avoir un comportement opposant chez les digitalers, ce qui va être le community manager. Donc sa prise de position, c'est qu'elle souhaite garder son indépendance avec le statut d'auto-entrepreneur, ce qui peut se comprendre. Son discours informel, c'est que le développement de l'entreprise n'est pas assez rapide pour prendre le risque de prendre un statut d'entreprise plus élaboré. Et en termes d'action, elle ne va pas forcément s'investir dans le changement, ni développer des actions contre le changement, mais risque de ne pas adhérer à la nouvelle organisation. La cartographie complète des parties prenantes liées au projet de changement va permettre d'établir un rapport des centres d'intérêt du coup des parties prenantes et en fonction de ces centres d'intérêt, établir un plan d'action spécifique répondant aux contraintes évaluées du coup dans cette cartographie. La troisième partie de cette étude consiste à trouver les moyens de développer une stratégie participative du changement. Il faut savoir que favoriser la participation des parties prenantes au processus de changement est fondamental pour mettre en place le changement, le projet de changement. Et pour cela, il faut mettre en place un plan de communication. Le plan de communication doit être une partie à part entière de la stratégie de mise en place du changement. On peut donc imaginer mettre un plan de communication qui soit forcément adapté aux cibles, donc aux parties prenantes identifiées, qui peut intégrer des rencontres, des conférences et des discussions qui peuvent se faire notamment avec les parties ayant le plus de pouvoir dans l'organisation, les parties les plus importantes à convaincre. On va aussi pouvoir mettre en place des entretiens personnels et des briefings pour valoriser les initiatives prises par certains membres de l'organisation pour transformer et suivre la mutation, donc le projet de changement. On va aussi pouvoir mettre en place des lettres d'information qui peuvent passer par email aussi. Ces lettres d'information vont permettre de véhiculer les informations liées au changement, les objectifs aussi à atteindre, de valoriser aussi la mise en place du changement, de faire comprendre pourquoi ce changement. L'affichage aussi dans les lieux publics peut être un moyen efficace, c'est-à-dire à la disponibilité de tous. Et puis après, on peut imaginer aussi mettre un site internet en place, expliquant le changement avec l'actualité du changement, du processus, qui permettra en fait un self-service de l'information pour tous les membres de l'organisation. Dans un deuxième temps, développer une stratégie participative au changement, c'est acquérir l'engagement. Il faut savoir que l'engagement des porteurs de projets seul ne va pas suffire au succès du changement. Il faut aussi susciter la participation active des parties prenantes pour maximiser les chances de succès. Pour cela, pour faire engager et participer les parties prenantes, on peut mettre en place une communication, il faut mettre en place une communication régulière, prôner les avantages liés au changement, aussi créer des liens pour coordonner les actions de changement dans l'entreprise. Donc ici on peut utiliser le team building, construire les équipes, les souder face au changement, former aussi les bénéficiaires du projet à travers des workshops, des ateliers à thème, des formations, le coaching aussi des éléments, étant donné que le changement peut aussi changer leur système organisationnel, leur méthode de travail. Il faut aussi rester à l'écoute des initiatives pour les contrôler et les réorienter si besoin, mais surtout les valoriser dans l'entreprise. On peut prendre l'exemple de l'entreprise Engie.
Engie qui a fait un changement de locaux, qui était à l'initiative du DRH Henri Ducré, qui a souhaité la modernisation des modes de fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est un vrai projet managérial qu'il a mené. Et il s'est rapidement rendu compte que le renouvellement de l'espace de travail était un moyen d'agir pertinent. Pour redéfinir ces espaces de travail, la redéfinition des espaces s'est faite en co-construction avec les salariés, afin d'adapter au mieux à leurs attentes, leurs exigences métiers aussi. Donc en fait ici, pour faire participer les parties prenantes, le DRH est allé directement vers les parties prenantes pour connaître leurs intérêts, leurs besoins aussi, et en prendre compte dans sa stratégie de changement. Quatre mois après la concrétisation du projet, le bilan est positif. L'optimisation de l'espace est réelle puisque c'est 150 salariés qui occupent l'espace qui était avant occupé par 75, et pourtant il y a un sentiment de confort qui est mieux qu'avant, et les réactions des salariés sont positives. Donc ici, le changement a été réussi grâce à la participation des parties prenantes, qui a été gagnée grâce à la communication et à l'engagement des parties prenantes, étant donné qu'on a pris conscience de leurs besoins et qu'on a fait en fonction de leur intérêt. Il existe plusieurs modèles, théories pour l'analyse des parties prenantes, pour la prise en compte des intérêts des parties prenantes dans les modèles de changement. On a notamment Freeman en 1984 qui va démontrer que la théorie des parties prenantes donne des indications aux dirigeants en réponse aux problèmes des parties prenantes. C'est un outil en fait d'aide à la compréhension pour diriger de manière stratégique. Ici, on va proposer une vision alternative de la gouvernance des entreprises, tout en analysant le mécanisme des parties prenantes et aborder les problèmes de respect de la personne, d'équité. En fait, on va être aussi sur la prise en compte de l'éthique, de la responsabilité sociale de l'entreprise face à la personne, à l'individu. Et donc, ça peut devenir un outil de compréhension pour les dirigeants, pour aussi prendre en compte les intérêts de la personne. On a aussi le modèle ICAP d'Autissier et Moutot, qui est un modèle très intéressant constitué de 4 indicateurs qui sont l'information, la compréhension, l'adhésion, la participation. Et donc en fait, on va essayer de déterminer les taux de chacun de ces indicateurs en mettant en place des interviews, en transmettant des questionnaires, des sondages. Et cet outil va permettre d'évaluer de manière globale le changement et aussi la participation des parties prenantes dans les actions de mise en place du changement. Donc évaluer les différents systèmes participatifs. L'idée ici, c'est d'arriver à se rendre compte de l'avancée du changement, de la mise en place aussi des actions du changement et de la participation des parties prenantes au changement. On va avoir des outils comme l'outil SMART qui donc c'est le S pour spécifique, M pour mesurable, A pour acceptable, R pour réaliste et T pour temporel. Donc en fait, tous ces éléments doivent définir la stratégie et vont permettre à un moment donné de pouvoir analyser l'avancée vis-à-vis de ce qui avait été prévu. On a aussi des outils de management de projet comme la planification Gantt, qui vont permettre aussi de savoir où on en est dans le projet, s'il y a des retards ou autres. Et on va avoir en dernier lieu le sondage d'opinion qui va aussi permettre de réaliser un suivi de l'évaluation des parties prenantes tout en évaluant le système participatif. Enfin, développer une stratégie permettant de gérer la résistance au changement. Donc c'est la mise en place d'un plan d'action du changement qui doit prendre en compte les résistances. Pour cela, on va utiliser en particulier la communication. La communication qui est vraiment un des facteurs les plus importants de la stratégie de mise en place du changement. Ici, il va falloir rassurer, rationaliser et valoriser les bénéfices du changement sur le plan de communication. Donc ce sont les résistances ici qu'on va essayer de traiter, les résistances qu'on a établies dans le tableau des résistances et des craintes dans la première partie, en étape numéro 5 de la cartographie des acteurs.
Il faut aussi donc évaluer la participation au changement avec le modèle ICAP. Ce modèle va nous permettre de savoir ce qui ne fonctionne pas dans le système participatif et d'établir des actions de correction, donc d'établir des stratégies correctives de la stratégie établie pour améliorer le fonctionnement. Il faut aussi intéresser et expliquer encore et encore dans chaque objectif, chaque action qui sera mise en place dans le changement. Et il faut susciter bien sûr l'adhésion et la participation à travers la communication, à travers aussi des ateliers, à travers la discussion et les échanges, donc avec une communication horizontale nécessaire dans l'entreprise pour faire remonter l'information ainsi que de la faire descendre de la hiérarchie. On peut se rendre compte que le modèle John Kotter répond plutôt bien à toutes ces attentes, à tous ces enjeux finalement de l'entreprise dans les projets de changement, notamment dans la 5e partie de son modèle, qui est d'inciter à l'action. Donc de définir en fait le but, de le communiquer, le but, il le place comme un impératif, et en fait de faire en sorte que les parties prenantes s'alignent sur le but et contribuent pas à pas à l'atteinte du but, de l'objectif. Donc ici en fait l'objectif est de décliner les objectifs stratégiques par la méthode participative. Je vous remercie pour votre attention.